Hello tout le monde, c'est Crispy. Alors, dans la vidéo aujourd'hui, on va voir comment bien débuter un élevage de fourmis. En premier temps, quand vous débutez un élevage de fourmis, il faut bien réfléchir à comment adopter, comment se procurer une fourmi et surtout se documenter sur les futures espèces et sur la myrmécologie en elle-même et l'élevage en lui-même. Alors, faut savoir, c'est que moi, par exemple, dans mon cas, j'ai commencé à m'intéresser donc à la myrmécologie il y a 7 ans environ. Et depuis 1 an et demi, je fais de l'élevage de fourmis chez moi. Voilà. Donc vous voyez bien, j'ai pris mon temps, je me suis documenté et j'ai surtout regardé le genre d'espèces qui aurait pu me convenir. Alors pour cela, pour se documenter et choisir son espèce, vous avez énormément de sites qui vous le proposent. Il y a énormément de sites qui vous le proposent. Et il y a surtout un très 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 bon euh, moyen de s'intéresser à la myrmécologie, de s'intéresser à l'élevage de fourmis, c'est d'aller voir sur YouTube. Alors, sur YouTube, vous avez des gars comme Swiss Fourmis ou Fourmis des Plaines qui sont très bien dans l'explication des fourmis. Par exemple, Swiss Fourmis plutôt, excusez-moi, il fait, on va dire, des fiches d'élevage. Vous avez juste à les regarder, vous mettre une espèce en tête. Alors moi, je vous conseille au tout départ de partir sur une espèce qui est très très très, on va dire, qui est très facile, et une espèce conseillée aux débutants et une espèce française. Du genre la Messor barbarus ou la Crématogaster scultellaris. Messor barbarus, Crématogaster scultellaris, c'est deux bonnes espèces. L'Asus, pareil, l'Asus Niger, des très bonnes espèces pour commencer. Alors, Crématogaster, je la mettrais un petit peu à part, parce que Crématogaster scultellaris, il y a un problème avec l'évasion, et c'est une espèce qui est pas marrante au niveau des évasions et tout ça. Je vous laisse découvrir pourquoi, si ça vous intéresse, au niveau de la Crématogaster scultellaris. Donc vous avez des gars comme Swiss Fourmi ou Fourmis des Plaines qui vous expliquent très bien ce qu'est la myrmécologie. Moi, pareil, par la suite, sur ma chaîne, je ferai des fiches d'élevage. Donc si ça vous intéresse de voir l'évolution de la chaîne en elle-même, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller vous documenter. Voilà. Vous avez des premiers aperçus, enfin vous avez des premiers aperçus au niveau des fourmis, vous avez des premiers aperçus au niveau des espèces. Là, maintenant, vous voulez vous documenter vraiment un peu plus large sur les espèces. Il y a un site que moi j'adore aller voir assez régulièrement parce qu'il donne beaucoup d'informations par rapport à ça. C'est Fourmium. Par exemple, j'ai regardé beaucoup de vidéos à la Crématogaster scutellaris m'intéresse énormément. J'ai vu que c'était une fourmi d'Europe. Hop, je clique en Europe. Là, je cherche ma Crématogaster scutellaris. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Crématogaster scutellaris. Impeccable. J'arrive sur leur fiche d'élevage. Alors, fiche d'élevage, plus en même temps, fiche qui permet de les acheter. Alors, là, à partir de ce moment-là, je commence à m'intéresser. Bon, bah, nom latin, Crématogaster scutellaris. Donc, une petite fourmi bien sympa, vraiment toute petite, qui fait 3 à 5 mm au niveau des ouvrières, 8 à 9 mm au niveau de la jean. Elle n'a pas de soldat. Et les mâles, n'en parlons pas, pour l'instant, vous n'en aurez pas. Elle vient de Méditerranée, donc du sud de la France. Donc vous avez même la possibilité, si vous vous intéressez à la Crématogaster scutellaris, si vous n'êtes pas dans par exemple, comme moi, malheureusement, être du nord de la France où on n'en a pas, vous êtes du sud de la France, vous avez même la possibilité de l'avoir en nature. Et je vous conseille même d'aller la chercher en nature
Vous verrez vraiment du début à la fin au niveau de l'élevage. Ensuite, donc on a regardé, ouais, elle me plaît énormément. Ah, elle mange du miel là, des insectes. Voilà, c'est impeccable, ça m'intéresse. Ah, là, il faut s'intéresser à... C'est une fourmi qui vit plutôt au sec, qui n'aime pas trop l'humidité. À réfléchir. C'est très intéressant. Faut le retenir. Ça, tout ça, vous pouvez par exemple l'écrire dans un cahier. Le mettre, l'écrire dans un cahier. Ça sera toujours bien d'avoir toujours une trace sur la fourmi que vous avez choisie. Ensuite, il faut voir aussi si elle fait une diapause. Là, vous voyez, hibernation, oui, de fin novembre à début mars, entre 12 et 15 degrés. Pareil, regardez bien si chez vous, vous avez la possibilité de les mettre en diapause à ce genre de température-là. Diapause, vous pouvez les mettre dans le garage, vous pouvez les mettre euh, dans une pièce qui n'est pas chauffée l'hiver, vous pouvez les mettre dans un carton dehors, bien protégé pour pas que ça gèle. Par contre, faites attention, surtout, ne mettez pas en frigo. En frigo, je vois la plupart du temps des personnes les mettre en frigo. À moins d'avoir un frigo à part que vous pouvez monter à 12 degrés, mettez pas en frigo. Ça sert à rien. Tuez votre colonie, dis honnêtement. Euh, Et voilà. Donc vous avez une pièce, vous regardez bien par rapport à ça, si vous avez la possibilité de pouvoir les accueillir et tout ça. Voilà. C'est très bien. J'ai la possibilité de les accueillir, j'ai la possibilité de les mettre en diapose. Il n'y a pas de souci, c'est très bien. Maintenant, regardez le type de nid pour plus tard. Vraiment pour plus tard. Je préfère vous dire honnêtement, vraiment pour plus tard. Vraiment. Ni en plexiglas, ni avec des tubes, ni en pierre reconstituée. Ok. À partir de ce moment-là, je vous dis, vous avez la possibilité de pouvoir partir. Donc après, par rapport à la suite, là, par exemple, si vous voulez aller la chercher en nature, essaimage début septembre à fin octobre. Voilà, impeccable. Vous êtes vraiment dans la période. Là, la manière dont la formation se forme, ça, il faut savoir, par exemple, manière claustrale, donc de manière claustrale, où la femelle, en fait, fait ses réserves avant d'aller se réfugier dans son trou de formation. Et elle garde des réserves jusqu'à temps, elle ne se nourrit pas jusqu'à temps que les premières ouvrières arrivent. Et là, à partir de ce moment-là, voilà, vous avez aussi le renseignement de l'œuf à l'ouvrière, combien de temps ça vit. Il faut aussi vous renseigner aussi sur l'âge. Vous voyez, la plupart des temps, elles vivent assez longtemps. Est-ce que vous avez dans la durée du temps à lui consacrer, des années à lui consacrer, parce que ça part pas en un an. Voilà, comme certaines espèces d'insectes. Là, vous êtes parti pour une dizaine d'années la plupart du temps. Une bonne dizaine d'années bonne dizaine d'années. Donc voilà, vous documentez, vous regardez. Là, vous vous dites, voilà, j'ai choisi mon espèce. Tiens, malheureusement, je suis du nord de la France, je peux pas en avoir par chez moi. Hop, je regarde, hop, tac, j'achète. Ah, je suis du sud de la France, je suis allé la chercher. Je regarde. Ah, mince, là on est au mois de décembre. Bah, l'SMA, je regarderai l'année prochaine si je veux une Scultellaris, une Crématogaster Scultellaris. Vous verrez pour septembre, octobre de l'année prochaine. Ah, on est au mois de décembre. Voilà, bon, bah. Après, commander au mois de décembre, je conseille pas trop. Par exemple, si vous êtes au mois de novembre et que vous avez loupé les essaimages, bon, bah voilà, vous la commandez, pas de souci. Si vous êtes pressé, que vous savez pas trop les essaimages, vous n'avez pas trop de coins où vous pensez pouvoir avoir. Donc ça, c'est pareil, il faut lire où elle peut se trouver. Vous n'avez pas trop de coins où vous pouvez en récupérer, vous l'achetez, voilà. Ensuite, ce type de site, donc Fourmium, Libio, Steticant, Antaus, tout ce genre de sites qui vendent des fourmis, la plupart du temps, ils vous vendent du matériel aussi. Alors, au niveau du matériel, actuellement, pour commencer, je vous conseille une aire de chasse. Alors, les aires de chasse que moi, je peux vous conseiller, c'est les aires de chasse à tube.
pour commencer. Donc vous avez des aires de chasse à tube unique. Vous avez des aires de chasse à tube double. Je vous conseille plus ce genre d'aire de chasse à tube double ou à 3, à 4, autour des trucs comme ça. Sachant que la plupart du temps, je vous dis ça, moi, c'est pour le changement de tube en cas de problème avec, par exemple, la zone d'humidification. Voilà. Ou des problèmes par rapport à la zone de vie, si vous observez qu'il y a une fourmi morte, par exemple, pour aller la récupérer, ou des trucs comme ça. Là, après, au niveau matériel, vous avez aussi les accessoires. Les accessoires. Donc, au niveau accessoires, alors, est-ce que c'est ça? Oui. Niveau accessoires, vous pouvez choisir les crochets comme ça. Ça vous permet de retirer facilement les cotons à l'intérieur des tubes. Donc, le coton qui est entre la zone humide et la chambre. Ensuite, de prendre des pinces souples, des pinces pour leur donner à manger, tous des trucs comme ça. Voilà, la plupart du temps, ils vendent sur ce genre de site vraiment tout le nécessaire, les pipettes pour vous remplir les tubes de fondation, tous des trucs comme ça. Donc là, vous avez vraiment au niveau de ce genre de site la possibilité d'arriver à avoir du matériel et aussi des fourmis. Les nids, comme je vous ai dit, les nids, pour l'instant, n'y pensez pas. Les nids, c'est vraiment pour plus tard. Voilà. Maintenant que vous êtes bien renseigné sur la myrmécologie et que vous avez choisi l'espèce avec laquelle vous voulez débuter, il va falloir choisir une autre chose, soit aller la chercher en nature, soit l'acheter sur le net. Alors, pour l'acheter sur le net, c'est pas compliqué. Vous avez plein de sites internet qui vous en vendent. Je vous en mettrai quelques liens dans la bio et vous n'aurez qu'à choisir si vous êtes intéressé. Alors, une autre petite chose, actuellement on est au mois de décembre. Je ne conseille pas, d'acheter les fourmis actuellement. Il fait beaucoup trop froid, même s'ils mettent des chaufferettes pour pouvoir laisser la fourmi en de bonnes conditions, je préconise pas l'achat en hiver. Je préconise vraiment à partir du mois de mars jusqu'à fin octobre, pour être le mieux. Alors, on va voir tout d'abord si vous l'achetez sur le net. Alors, la plupart du temps, quand vous l'achetez sur le net, que vous l'achetez sur des sites genre Fourmi-Home, Penthouse, Aesthetic Ants, enfin, tous les sites comme ça que vous pouvez avoir, Esprit Fourmi, La Ferme des Fourmis, Fourmi Bio, vous avez plein de sites comme ça, je vous mettrai la description de l'à peu près de tous les sites, vous les recevez comme ceci. Alors là, vous avez une petite crématogaster, une petite jean crématogaster scultellaris, qui est arrivée il y a 2 jours à la maison. Donc, vous voyez, elle est arrivée en tube directement. Alors, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, pratiquement, vous avez pratiquement rien à faire au niveau de cette petite jean. Elle est déjà dans des très bonnes conditions. Alors, moi, là, par exemple, un autre truc que je vous dirais, mais c'est par rapport à l'espèce de la crémato. Moi, pour moi, le coton est un peu trop humide, à mon goût. Mais ça, c'est pas trop grave. Donc là, moi, elle est arrivée il y a 2 jours. Elle est comme ça, vous voyez, elle est dans son tube, elle est bien tranquille. Je vous expliquerai après par la suite les 4 choses d'un tube, 5 choses d'un tube plutôt. Non, 4 choses, excusez-moi. Mais la plupart du temps, vous la recevez comme ça. Alors, attention si vous commandez chez Fourmi-Home. Chez Fourmi-Home, la plupart du temps, vous la recevez en tube comme ça, mais sans réserve d'eau. Ils vident la réserve d'eau pour le transport. C'est pas plus mal. Ça évite les noyades pendant le transport, on ne sait jamais. Mais voilà, vous la recevez comme ça. À cette condition, quand vous l'avez reçue, vous voyez qu'elle est toute seule, elle n'a pas de couvain, ou elle a du couvain. Il va falloir la laisser tranquille. Bon, moi, je l'embête là, malheureusement. Alors, pour ce faire, vous avez besoin de la cacher.
Pour la cacher au plus simple, au moins coûteux, vous avez la feuille d'alu. Vous la mettez tout autour d'elle et youpi, elle est protégée de la lumière et elle est tranquille. À partir de ce moment-là, vous choisissez un meuble où la poser, vous choisissez un tiroir où la mettre, mais vous n'y touchez plus jusqu'à avoir les premières ouvrières. De temps en temps, vous pouvez regarder, mais vous ne regardez pas tous les jours. Vous n'êtes pas constamment scruté sur vos fourmis à regarder si tout va bien. Ensuite, si vous la posez sur un meuble ou vous la posez dans un tiroir ou un truc comme ça et que vous avez peur que le tube ne roule, vous avez une solution, pas compliquée. Alors là, on va la poser. On va la poser sur le sol. Vous avez une solution qui n'est pas trop compliquée et qui coûte pas très cher non plus. Vous avez tous des cure-dents chez vous, vous avez tous des élastiques chez vous. Vous mettez l'élastique comme ça, vous doublez l'élastique, vous le mettez tout autour du tube, vous mettez le cure-dent qui passe en dessous du tube, et là, vous avez un pied gratuit chez vous. Et ça ne roule plus. Vous êtes tranquille. Donc voilà, maintenant, vous êtes dans des conditions pour débuter votre fondation quand vous l'avez acheté. Maintenant, vous avez choisi d'aller la chercher lors d'un essaimage en nature. Alors, vous avez vu à telle période, tiens, vous avez choisi, de faire des Messor Barbarus. Vous avez choisi de faire des Messor Barbarus en premier dans votre élevage. Vous avez regardé, vous voyez que les essaimages, c'est à partir du mois de septembre. À partir du mois de septembre, vous allez au niveau des champs de blé, tout ça. Et là, vous remarquez, enfin, vous trouvez des jeans. Alors, je vous conseille de pas trop en prendre en nature. Trop, je veux dire en quantité. Une, deux, quand c'est votre toute première espèce, allez, vous prenez une espèce et vous prenez 2 jeans en nature. Voilà. Vous les mettez dans votre petite boîte, vous faites la route jusqu'à chez vous. Faites attention surtout de ne pas trop secouer la boîte, qu'elle ne se secoue pas. Si vous voulez, par exemple, qu'elle soit dans des meilleures conditions, dans la boîte, vous pouvez mettre du coton. Vous avez une petite boîte, toute petite boîte, vous mettez du coton. Elle va s'agripper au coton, elle va être beaucoup mieux. Voilà, vous êtes arrivé chez vous, ben là, il va falloir lui fabriquer un tube de fondation. Alors, pour fabriquer un tube de fondation, il va vous falloir un tube à essai, il va vous falloir une petite seringue et de l'eau, déminéralisée ou en bouteille ou au robinet, à vous de voir. Il va vous falloir un stylo, il va vous falloir du coton. Voilà. Un petit bout du coton, un tube à essai, une seringue pour mettre de l'eau et un crayon. Alors, vous allez prendre votre tuyau. On va fabriquer notre tube de fondation. Vous allez prendre votre tuyau. Voilà. Vous allez prendre votre seringue. Vous allez remplir votre seringue d'eau. Hop, on va dire. On remplit la seringue d'eau, hein, on se l'imagine. Hop, voilà. Je ne vais pas le faire en réel, hein, je n'ai pas de fondation à créer là. Vous avez rempli votre seringue d'eau, vous avez rempli vous avez votre tube à essai. Ben là, à partir de ce moment-là, vous allez prendre votre eau, vous allez la mettre dans le tube à essai. Paf! L'eau arrive au milieu du tube, c'est parfait. C'est parfait. Là, le tube, faites attention, ne le posez pas sur la table. Donc ça arrive les catastrophes. Là, vous allez prendre du coton. Alors, le coton, vous le mettez bien en boule, bien tassé. Et surtout, il faut que vous ayez du mal à le faire rentrer dans le tube. Voilà, ça évite que l'eau s'infiltre à partir du coton et elle inonder
votre futur jean. Là, vous l'avez mis dans le tube comme ça. Il va falloir le faire venir jusqu'à la réserve d'eau. Pas trop compliqué, vous prenez un stylo, vous rentrez dans le tube et vous poussez le coton jusqu'à l'eau. Au moment que le coton est bien imbibé jusqu'à peu près là, vous voyez que c'est bien imbibé, votre tube est prêt à accueillir la jean. Là, à partir de ce moment-là, vous prenez votre jean, vous la mettez dans le compartiment, jusqu'ici, et là, vous refermez avec du coton en bouchon. Voilà. Et là, vous avez votre tube de fondation de prêt pour accueillir votre jean, pour faire votre première fondation. Alors, à partir de ce moment-là, pareil qu'avec celle que vous avez achetée, vous prenez... Ah oui, l'alu, je l'ai mis, je l'ai laissé autour de ma petite mêle. Vous prenez du papier d'alu, vous l'entourez. Vous faites un pied comme on a vu tout à l'heure. Donc, un pied comme ça. Et vous la mettez à l'endroit où vous voulez. Et là, vous la laissez tranquille jusqu'à ses premières ouvrières. Et le tour est joué, votre fondation est prête. Ensuite, vous avez votre fondation. Vous regardez, vous voyez qu'elle a quelques ouvrières. Elle a une ou deux ouvrières qui sont nées. Vous êtes content, vous avez vos premières ouvrières. À partir de ce moment-là, il va falloir commencer à les nourrir. Donc, que ce soit pour les acheter ou pour ceux que vous avez trouvés. Alors, là, pour les nourrir, si vous avez 2 ou 3 ouvrières seulement, 1, 2, 3 ouvrières seulement, vous n'avez pas besoin de leur mettre d'air de chasse. Vous avez juste à les nourrir au niveau du coton. Donc, à partir de ce moment-là, vous préparez du liquide sucré. Alors, vous pouvez mettre n'importe quoi en liquide sucré. De l'eau avec du sirop d'érable, de l'eau avec du miel, de l'eau avec du sirop d'agate, de l'eau avec du sucre, que ce soit n'importe quel sucre, sucre de canne, sucre blanc. Vous mettez, vous faites un mélange, vous imbibez le coton, vous le remettez à l'intérieur du coton. Vous allez voir vos ouvrières, ils vont aller les chercher. Alors pourquoi on fait ça? Parce que la plupart du temps, les ouvrières, les premières ouvrières qu'il y a, la plupart du temps, j'ai remarqué qu'elles ne sortaient pas du tube. Elles ne sortaient pas du tube. Donc, une aire de chasse, la plupart du temps, ne sert totalement à rien. Vous arrivez à... enfin, vous les nourrissez tous les 2 jours à peu près, pour qu'elles soient bien nourries, pour que ça évolue. Et là, vous voyez que le couvain continue à augmenter, le couvain évolue énormément, et vous arrivez à 5, 6, 7, 10 ouvrières. Là, vous avez la possibilité maintenant de les mettre en aire de chasse. Alors, les aires de chasse que moi, je vous préconise, vraiment, les aires de chasse que je vous préconise au tout départ, c'est ce genre de petites aires de chasse que vous avez quasiment dans toutes les boutiques de vente. Donc ici, c'est une de chez Fourmi Home. Donc, elle se présente comme ça, avec 2 entrées où vous pouvez mettre votre tube. Donc là, vous avez la colonie. Voilà. Vous mettez le tube. De l'autre côté, vous bouchez avec du coton comme j'ai fait, là. Et voilà. Elle se retrouve avec une petite aire de chasse. Alors, ne regardez pas le matériel, moi, que je vous ai mis à l'intérieur. Le matériel que j'ai là, quand vous débutez, ne cherchez pas à avoir ce genre de matériel. Attendez juste de pouvoir, de, de, de pouvoir voir réellement si ça vous plaît. Et après, vous pourrez choisir ce genre de petit matériel. Ensuite, il va falloir les nourrir. Alors, quand ils sont en aire de chasse comme ça, moi, je préconise, au niveau nourrissage, vous avez des petits bouts d'alu comme ça.
Prenez un petit bout d'alu comme ça. Vous prenez un petit bout de coton. Vous mettez le papier d'alu à l'intérieur, le petit bout de coton à l'intérieur comme ça, et vous mettez du liquide secret dessus. Vous verrez, vos fourmis vont sortir, ils vont aller se nourrir. Au niveau de l'abreuvoir, pas compliqué non plus. L'abreuvoir, vous avez un deuxième trou dans l'aire de chasse. Ou si vous n'en avez pas, vous avez d'autres possibilités, genre des plus petits tubes à essai, mais vous avez la possibilité de pouvoir leur donner de l'eau comme il faut. Alors, vous faites la même chose que vous avez fait pour faire le tube de fondation, sauf que l'eau, vous la remplissez jusqu'à là. Vous remplissez votre tube d'eau, vous mettez un coton à l'intérieur bien imbibé d'eau, même si ça déborde un petit peu, vous voyez l'eau déborder un petit peu, c'est pas grave, le temps qu'il est bien humide. Et là, vous avez votre abreuvoir. Il suffit de le connecter ou de le mettre dans l'aire de chasse et vous êtes tranquille. En aire de chasse, si vous ne pouvez pas acheter d'aire de chasse, vous pouvez toujours mettre une boîte à gâteaux. Une petite boîte à gâteaux en plastique, c'est très bien. L'essentiel, c'est que la boîte, elle soit transparente, que l'air, enfin que l'air passe. Oui, ça, j'ai bien raison de le dire aussi, mais qu'elle soit transparente, qu'elle puisse voir la lumière aussi. Parce que bien sûr, les fourmis jouent beaucoup avec la lumière aussi quand elles vont chasser. Ensuite, au niveau de cette boîte, au niveau de ces aires de chasse de ces boîtes, vous allez devoir mettre, parce qu'il y a certaines espèces comme la Crématogaster scultellaris, qui sont des championnes de l'évasion. Des grandes championnes de l'évasion. Là, vous avez plein de produits qui existent qu'elles n'aiment pas, qui sont répulsifs pour les fourmis. Alors faites gaffe que c'est pas répulsif dans le côté tuer la fourmi, que c'est bien répulsif que je n'approche pas et je pars. Genre l'huile de paraffine. Vous mettez de l'huile de paraffine, très peu, sur le tour de vos aires de chasse, pour pas qu'elles puissent s'échapper. Si vous avez une boîte à gâteaux, que vous avez pris une boîte à gâteaux en guise d'aire de chasse, vous avez à faire une aération. Pas compliqué. Vous prenez une toute petite perceuse, voilà, vous faites des petits trous à l'intérieur. Elles n'iront jamais sur le couvercle, donc elles ne s'échapperont pas. Voilà, votre aire de chasse est prête. Votre colonie a une aire de chasse. Maintenant, vous n'avez plus qu'à la nourrir et de temps en temps, leur donner des insectes. Au niveau des insectes, je préconise au départ des petits insectes, genre drosophiles. Vous verrez, elles sont friandes de drosophiles, elles adorent les drosophiles. Là, vous ne l'avez pas vu, mais il y a à peine 2-3 minutes, ils m'ont chopé la drosophile, ils l'ont mis dans le tube pour la manger. Voilà, elles sont friands de mouches. Les mouches, c'est facile à trouver dans le commerce. Vous achetez une boîte d'asticots, vous les laissez mûrir, elles vont grandir, elles vont se transformer en mouches. Vous avez des mouches pour donner à vos fourmis. Là, vous les mettez au congélateur 72 heures et vous avez des mouches. Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir des drosophiles, donc des toutes petites mouches, vous avez les grosses mouches, et les grosses mouches, vous les coupez. Vous les coupez en petits morceaux. Après, l'autre partie, vous la remettez au congélateur, vous la remettez dans la boîte avec au congélateur, et puis vous en servez jusqu'à temps que la colonie soit assez importante pour manger une mouche complète. Voilà, au niveau de la nourriture, c'est pas très compliqué. Vous avez une bonne base pour commencer votre fondation, et voilà. Si vous voyez que la réserve d'eau que vous avez là diminue, il va falloir les déménager. Il va falloir leur proposer un autre tube. Dans ces conditions-là, vous fabriquez un deuxième tube comme ça. Donc souvent, je vous préconise d'avoir plusieurs tubes à essai chez vous, au moins 5, et en verre. En verre, matière verre, pas de plastique. Le plastique, j'ai remarqué que ça se rayait énormément et que malheureusement, pour l'observation, c'était pas idéal. Donc, des tubes à essai, vous en prenez 5 au début, c'est suffisant, c'est largement suffisant. Et vous les remplissez d'eau. Là maintenant, vous n'avez plus qu'à les faire déménager, elles vont déménager tranquillement, surtout ne les pressez pas, ne les mettez pas dans l'aire de chasse pour qu'elles aillent déménager, elles, qu'elles aillent déménager de force, laissez le temps faire. Vous prenez la partie
pour faire le sombre, vous le mettez sur le nouveau tube, vous les laissez faire. Vous allez voir, arrive un moment, elles vont plus aimer être dans le tube où elles étaient, elles vont aller dans le nouveau, et vous aurez tout gagné. Ensuite, on va arriver à une partie que la plupart du temps, quand on commence la myrmécologie, on se trompe énormément, on fait beaucoup d'erreurs au niveau des nids. Faut savoir, c'est qu'un nid, leur proposer un nid, c'est très tard, mais vraiment très tard au niveau des fourmis. Au tout départ, ça ne sert même à rien d'acheter un nid. Je vous le dis honnêtement, au tout départ, ça ne sert à rien d'acheter des nids. Une aire de chasse, un tube, le temps qu'elles n'ont pas rempli un tube entier, le temps, regardez, regardez, elles sont assez populeuses là. Mais vous avez vu la taille qu'elles ont encore? L'espace qu'elles ont encore pour se développer? Je suis pas prêt de leur proposer un nid, hein. Je vous dis honnêtement, je suis pas prêt de leur proposer un nid à elles. Donc du coup, les nids, vous les oubliez pour l'instant. Vous leur proposez vraiment un nid le jour où elles ont pratiquement rempli le tube. Voilà. Là, à partir de ce moment-là, vous pouvez commencer à leur proposer un nid. Mais des nids, au départ, de petite taille. N'allez pas choisir des nids de grande taille. Vraiment des nids de petite taille. Des nids qui sont, genre, pas plus grands que l'aire de chasse là, avec quelques galeries qu'elles vont remplir. Si jamais c'est trop petit parce que vous voyez que la population, elle est énorme, prenez un peu plus grand, mais essayez de ne jamais prendre trop grand non plus. Surtout si c'est une petite espèce comme là, les crématogastères que j'ai. C'est des très petites espèces, ça ne sert à rien d'avoir des nids énormes. Voilà, petit message de prévention. Les nids, évitez pour l'instant de vous y intéresser si vous commencez juste la myrmécologie. Et voilà, vous êtes maintenant sur des bonnes conditions pour élever vos fourmis, pour élever votre colonie de fourmis. Donc, vous avez votre tube de fondation, vous avez maintenant vos premières reines, ils ont une petite aire de chasse. Maintenant, il n'y a plus qu'à les laisser grandir la communauté, la petite colonie, bien gentiment, et vivre la passion de la myrmécologie. Alors, là, à partir de ce moment-là, vous avez fait vos premiers pas dans la myrmécologie et vous avez décidé de prendre une autre espèce. Là où, pareil, je préfère vous donner un petit conseil par rapport à ça. Au niveau des autres colonies, d'une autre colonie, je vous conseille vraiment de vous faire vos armes d'abord sur une colonie, sur une espèce. Moi, j'ai commencé avec des Messor Barbarus. J'ai commencé avec une colonie de Messor Barbarus. J'ai une colonie actuellement entre 100 et 130 ouvrières. Je me suis après pris environ pas loin d'un an après, je me suis pris ma première Camponotus, Camponotus maculatus. Pareil, ça marche super bien. Il y a des moments, je vous dis honnêtement, ne vous découragez pas. Il y a des moments où c'est dur, des moments où vous n'avez pas l'impression que ça se développe, comme par exemple quelqu'un que vous pouvez voir sur Internet. Ne vous inquiétez pas, votre jour arrivera. Le jour où la colonie sera, ça arrivera. Vous pouvez faire des erreurs, ça arrive. J'en ai fait moi-même des erreurs, hein, j'en fais encore. Mais voilà, ne vous inquiétez pas par rapport à ça et faites vraiment dans le sens où apprenez, allez de l'avant. Plus vous allez apprendre, plus vous allez savoir de choses et mieux ça sera. Donc vraiment dans l'étape d'accueillir une colonie chez vous, au début, documentez-vous. Ensuite, recherchez vraiment l'espèce que vous voulez. Et après, par la suite, commencez votre fondation. Allons la chercher dans la nature ou en l'achetant. Et le jour où votre colonie demande, vous allez arriver au jour où vous allez la mettre en nid. Carrément. Colonie en nid. Ça, c'est très loin derrière. Moi, par exemple, j'ai des colonies, comme je vous ai dit dans la vidéo. Vous avez vu l'espace qu'elles ont. Le temps qu'elles me le remplissent, elles ne sont pas prêtes d'aller en nid. Honnêtement. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Si vous aimez la myrmécologie, vous voulez d'autres espèces, vous pouvez avoir d'autres espèces. Pour l'instant,
intéressez-vous vraiment à l'espèce que vous avez choisie en début. Et après, par la suite, vous pourrez aller sur d'autres espèces. Voilà. Sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que tu as appris peut-être quelque chose, que ça t'a donné envie de commencer à myrmécologie, ou que ça t'a donné envie de continuer à t'intéresser aux fourmis si tu es là. Parce que cette vidéo est plus basée sur les débutants, on va les confirmer. Que tu es prêt à t'investir un petit peu. On va dire que ça coûte pas cher au début, mais arrive un moment, quelques petits trucs qui sont quand même un peu chers. Hein, faut pas se leurrer. Mais j'espère que tout ça t'a plu et que tu es prêt à créer ta petite colonie chez toi. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner et à like la vidéo aussi, pour le référencement surtout. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à dimanche prochain et je vous fais des très gros bisous. Salut tout le monde!